En 2013, un couple achète en Bourgogne, en tête de bassin de la Seine, en pleine nature et au milieu de nulle part, l'ancien moulin du Bœuf. En état de ruine, mais avec un droit d'eau de 1876, leur idée toute simple de restaurer le moulin et d'utiliser la force de l'eau pour avoir de l'électricité se heurte aux obstacles de l'administration. C'était en décembre 2012. Et c'était le dossier du Moulin du Bœuf, que Gilles Bouton connaît bien, et pour cause. Je me souviens de ce matin où on est allé se promener au bord de la Seine. Il y avait un tout petit peu de neige sur la route, et puis il y avait des agents de l'État et puis du syndicat de rivière locale qui étaient fermement décidés à raser ce qui restait des ouvrages du Moulin du Bœuf. Et ça a été le début d'une expérience qui s'est poursuivie pendant très longtemps, puisque l'affaire s'est clôturée en 2019, avec un arrêt du Conseil d'État, puis un arrêt de la Cour administrative d'appel, qui a définitivement clos le sujet. Mais ça a été une affaire où il a fallu tenir bon, tenir le choc, et je sais que Gilles Bouton a été encouragé par vous tous sur le sujet. Il le fallait, parce qu'on a pris pas mal de chocs sur la route, et au final, pour arriver à une belle solution, qui est un arrêt qui dépasse même le cas du Moulin du Bœuf, puisque, j'y reviendrai, il a reconnu l'intérêt que présente la petite hydraulique et la nécessité pour les services de l'État de tenir compte dans leur politique, non seulement des intérêts environnementaux, mais ça, ils ne les oublient jamais, mais aussi de l'intérêt qui est lié au développement de la petite hydraulique. Alors, pour reprendre les faits très rapidement, c'est un moulin qui est situé sur la Seine, sur une dérivation, qui petit à petit est devenu le lit principal de la rivière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les ouvrages de décharge avaient lâché, l'eau passait dans le bief, et l'ancien lit de la Seine a été abandonné. Et donc sur ce moulin du Bœuf, l'administration a entrepris d'engager une procédure pour retirer le droit d'eau. Au départ, on était un petit peu embêté par ça, parce qu'on n'avait pas de droit fondé en titre sur ce site, mais simplement une autorisation d'avant 1919, qui est à peu près la même nature, mais les choses n'étaient pas encore aussi claires donc il y a 10 ans. Et dans le Code de l'environnement, il y a un texte qui est le L214-4 qui permet à l'administration de retirer un droit d'eau lorsque les ouvrages sont abandonnés ou ne font pas l'objet d'un entretien régulier. Là, très clairement, l'ouvrage du Moulin du Bœuf avait été abandonné pendant quelques années avant que Gilles Bouton ne le remette en état. Les travaux avaient commencé au moment où a lieu la visite de la DDT, mais tout n'était pas terminé, il n'y avait plus de roues en place, etc. Et donc, après moult tentatives de discussion, on peut dire qu'il y a eu une patience du propriétaire de l'ouvrage face à l'administration, une tentative de discussion qui a été mise jusqu'au bout, et puis en fait, une absence totale de volonté de l'État de mener les choses de manière intelligente. Le préfet, donc, a retiré le droit d'eau. Donc c'est un arrêté d'abrogation qui est pris au visa du Code de l'environnement. Ça a été contesté, tribunal administratif de Dijon, on a perdu, cour administrative d'appel de Lyon, on a perdu, mais il faut avoir une certaine résilience en la matière, et c'était vraiment le cas de ce dossier. Et devant le Conseil d'État, il y a une décision extrêmement intéressante qui a été rendue, parce que le Conseil d'État, qui lit les journaux comme vous et comme moi, qui regarde les débats parlementaires comme vous et comme moi, eh bien, a noté qu'il y avait eu une table ronde en 2016 à l'Assemblée nationale qui évoquait tous ces sujets de continuité écologique, de petite hydraulique, etc. Qu'il y avait des articles publiés dans la presse. Donc tout ça a fini quand même par infiltrer un peu. Et le Conseil d'État, dans ses réflexions, précise que la petite hydraulique, les petits moulins, c'est une puissance moyenne de 49 kW, ce qui n'est pas gigantesque et qui ne résoudra pas le problème de la dépendance énergétique de la France, c'est les mots mêmes du Conseil d'État, mais qui doit être mobilisé. Et donc, le discours du ministère qui était de dire 49 kW, on s'en fiche complètement, ça n'a pas d'importance, est censuré à cette occasion. Très important. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qu'on entendait tout le temps dans les réunions administratives. Ça vaut pas le coup, c'est pas rentable, c'est tout petit, ça n'a pas d'importance, boum, c'est censuré. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, et vous verrez, j'en parlerai à la fin de mon intervention tout à l'heure, ce sont les conclusions du rapporteur public. Alors, le rapporteur public, c'est un magistrat qui, à l'audience, donne son avis sur le dossier. Et le rapporteur public, il a une analyse qui est beaucoup plus poussée que la décision du Conseil d'État même, qui est assez succincte. Le juge fonctionne par ce qu'on appelle l'économie de moyens. Dès qu'on a un moyen qui permet de censurer la décision, boum, ça tombe, et on ne s'étend pas sur le reste. Le rapporteur public, lui, commente toute l'affaire.
Et il peut en profiter aussi pour lancer des perches, pour dire « si vous m'interrogez sur cette question, je vous répondrai de cette manière. J'en suis pas saisi, mais je vous précise si jamais ça vous intéresse. » Bon. Et bien là-dessus, le rapporteur public dit « la question qui est posée devant vous aujourd'hui, qui est une abrogation de droit d'eau d'avant 1919, est très intéressante parce que le droit d'eau d'avant 1919 présente une double nature. Il a la nature d'un droit d'usage de l'eau, comme un droit fondé en titre, et puis il a la nature d'une autorisation de police, c'est-à-dire que dans l'arrêté préfectoral, le préfet précise, les ouvrages sont comme ça, ils font telle dimension, telle hauteur, etc. Et le rapporteur public dit cette chose très intéressante, c'est que l'administration peut abroger l'autorisation de police au visa de l'article 214.4 du Code de l'environnement, lorsqu'il y a abandon ou non-utilisation, mais il ne peut pas abroger le droit d'usage. Le droit d'usage de l'énergie hydraulique, comme un droit fondé en titre, ne disparaît que lorsqu'il y a ruine des ouvrages. Or là, ça n'était pas le cas. Et chose intéressante, Gilles Bouqueton avait remis en état les ouvrages avant que la décision n'intervienne. Et le juge se prononce en fonction des faits au moment où il se prononce, et pas en fonction de ce qui existait au moment où le préfet a pris sa décision. En d'autres termes, on avait bien fait de mettre à profit toute cette période pour mettre en état et faire tourner une petite roue qui en plus produisait de l'énergie constatée par huissier, etc. Et donc le Conseil d'État, boum, dégringole la décision des services de l'État et considère que le Moulin du Bœuf conserve son droit d'eau. Non seulement le droit d'usage, mais aussi l'autorisation de police, en l'occurrence. Et ça, il faut le dire, c'est vraiment la récompense d'un combat qui a duré des années, où on pouvait vraiment être abattu à certains moments, et au final, il en est sorti une décision extrêmement intéressante. Autant vous dire que l'administration concernée, c'est la Côte d'Or, bon, ça leur a fait du bien. Puis je leur ai fait comprendre qu'évidemment, ce n'était pas des manières de faire. Alors ça, c'est la première décision qui a été portée depuis la naissance d'Arpoc et Hydroxois. Il y a une deuxième décision sur laquelle je voulais venir avec vous aujourd'hui, qui là encore a été portée par Hydroxois, et puis on a travaillé très collectivement sur le sujet, puisqu'il y a d'autres associations, FFAM, FDMF, Association des riverains de France, etc., qui s'est jointe au recours. C'est un texte qui avait été publié en 2019, qui est une réforme de l'article R214-109. Alors, ça vous dira rien, mais c'est la réforme de ce qu'on appelle l'obstacle à la continuité. Vous savez que sur les cours d'eau qui sont classés liste 1, on interdit la création de nouveaux obstacles à la continuité écologique. En gros, il faut laisser circuler les poissons, les sédiments, etc. Et le Conseil d'État a précisé à 2 reprises, en censurant des circulaires ministériels, qu'un obstacle à la continuité, ça ne se décide pas comme ça s'étudie. Et que ça va se faire au cas par cas, c'est-à-dire il y a un projet, on regarde au terme de l'étude d'impact ce que ça fait. Est-ce que ça bloque effectivement? Est-ce que ça ne bloque pas? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut compenser? Etc. Et comme le ministère s'était fait censurer 2 fois dans des circulaires ministériels, il s'est dit, bah tiens, je vais passer cette fois-ci par un décret, parce que ça aurait une valeur réglementaire supérieure, et donc on va renforcer le dispositif. Donc non content d'avoir été sanctionné 2 fois, le ministère ressort un décret pour replacer la même chose, en précisant que dès lors qu'un ouvrage fait plus de 50 cm de haut, c'est un obstacle à la continuité, c'est interdit. Et dès lors qu'on ne laisse dans le tronçon court-circuité que le débit réservé, eh bien c'est un obstacle à la continuité, c'est interdit. Troisième chose, il en profite pour faire passer un petit truc sur les moulins, parce que quand même les moulins, c'est la bête noire de l'ADEME, en disant que lorsqu'il y a un ouvrage de prise d'eau qui est en ruine, eh bien, même partiel, on ne peut pas le reconstruire, on ne peut pas faire de travaux dessus. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un ouvrage qui est endommagé par une crue. Si vous ne pouvez pas le retaper, il court vers la ruine. Et quand il court vers la ruine, c'est la perte du droit fondé en titre, en fait. Donc, 3 dispositifs en un. Merci, Direction de l'eau et de la biodiversité. Sauf que l'ADEME a oublié quelque chose, c'est qu'il y a quand même des principes législatifs qui existent en France, et que lorsque on a parlé dans les débats parlementaires de l'obstacle à la continuité écologique, on avait bien précisé que ça ne serait pas une définition réglementaire, une et massive. Il fallait faire une étude au cas par cas, et le Conseil d'État l'avait rappelé 2 fois. Donc la censure du Conseil d'État sur ce sujet-là, elle est tombée comme un coup près, c'est-à-dire vraiment, vous n'avez toujours pas compris, c'est la 3e fois, donc 3e fois, c'est la sanction. On censure.
Sur la question du débit réservé, c'est la même chose. Le Conseil d'État a motivé sa décision en 2 lignes, en disant mais le débit réservé, si on regarde la définition du L214-18, c'est un débit qui permet la vie, la circulation et la reproduction du poisson. Et lorsque vous dites que la délivrance du débit réservé est un obstacle à la continuité, c'est-à-dire à la circulation, c'est complètement idiot. Donc là-dessus, la sanction tombe également. Donc si vous voulez, c'est un arrêt du Conseil d'État qui est très logique, mais qui est arrivé comme un coup près, et qui a quand même rappelé à la direction de l'eau et de la biodiversité qu'à un moment, il faut ne pas excéder ce qui est prévu par le législateur. C'est une saine remise de l'église au milieu du village. Et c'est pas suffisant, l'administration continue ses actions dans les différents domaines. Alors, il y a d'autres décisions qui sont intervenues depuis ces 2 exemples que je vous ai donnés, qui datent de 2019 et de 2021. Il y a tout un débat qui s'est cristallisé au cours de ces derniers mois sur l'article L214-18-1, ce qu'on appelle l'amendement Moulin, en règle générale. Et vous savez qu'il y a 2 décisions qui ont été rendues en sens contraire. Il y a une première décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel le 13 mai 2022. Alors là encore, Hydroxois est intervenu sur le sujet, avec ARF, FFAM, etc., pour défendre le texte. Parce que, de quoi était-il question? Vous connaissez ce texte, c'est les moulins producteurs, grosso modo, situés sur des cours d'eau classés liste 2, sont dispensés des obligations liées au rétablissement de la continuité écologique. Ce texte-là a provoqué, depuis le début, en 2017, l'IRE de France Nature Environnement et d'autres associations dites de protection de l'environnement. Ces associations ont écumé tous les moyens possibles et imaginables, ont saisi la Commission européenne a ouvert une enquête qui a finalement été clôturée en disant que le texte était conforme au droit européen. Il y a eu une saisine également du ministère sur le sujet en demandant « abrogez-moi ça ». Et le ministère n'a pas répondu, saisine du Conseil d'État, et le Conseil d'État considérait qu'il y avait là ce qu'on appelle une question de constitutionnalité, c'est-à-dire est-ce que ce texte est conforme à la Constitution de la Ve République, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. Et la volonté de France Nature Environnement était de faire consacrer la continuité écologique comme un principe constitutionnel. Vous voyez l'importance de la chose. Si ce plan avait marché, je peux vous dire qu'on aurait eu beaucoup de soucis à se faire, parce que là, c'était considéré au plus haut niveau hiérarchique de la norme juridique, que c'était un principe incontournable. Et là, en réalité, ça a été l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'en réalité, ce contentieux a été perdu par France Nature Environnement, la continuité écologique n'a pas été reconnue comme étant une norme à valeur constitutionnelle, mais au surplus, le Conseil constitutionnel a considéré que le développement de la petite hydroélectricité, donc de l'énergie hydraulique de manière générale, était d'intérêt général. Alors là, vraiment, pour le coup, ça a été complètement loupé pour France Nature Environnement. Mais il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Et France Nature Environnement et la direction de l'eau et de la biodiversité, qui est à peu près de la même mouvance, qui ne se dire pas très favorable à l'hydraulique, avait gardé dans son sac un tour dont elle a le secret et qui s'inspire, comme je vous le disais, des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d'État prononcé sur un autre dossier que vous avez sans doute vu passer, c'est l'arrêt MDC Hydro, qui, en 2021, avait consacré le fait que L214-18-1, donc l'amendement Moulin, était applicable, que le cours d'eau a été classé avant ou pas, etc. Et dans cette affaire, le rapporteur public avait dit « La question ne m'a pas été posée, mais on pourrait s'interroger sur la conformité de ce texte au texte européen. En d'autres termes, posez-moi la question. » Et donc le ministère de la Transition écologique et solidaire, par un truc qui est absolument inouï, a, dans un autre dossier, saisi le Conseil d'État en disant « Eh bien voilà, ce texte est contraire au règlement européen Anguille et à la directive cadre sur l'eau. Et donc je vous demande de l'écarter parce qu'il est irrégulier. » Alors c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça veut dire qu'un ministère qui est en charge de l'exécution de la loi, en réalité écrit au Conseil d'État en disant « La loi que je suis chargé d'appliquer, je ne l'applique pas. » Alors déjà, ça c'est la première chose extraordinaire. Bon. Et deuxièmement, je vous demande de la censurer. Alors c'est quelque chose qui est vraiment invraisemblable. Et c'est d'autant plus invraisemblable que le ministère écrit ça devant le Conseil d'État,
Et devant le Conseil constitutionnel, le Premier ministre, qui est tout de même un peu au-dessus du ministère de l'Environnement, avait écrit que ce texte était conforme au texte européen. Et que la Commission européenne, qui avait ouvert une enquête, l'a refermé parce que ce texte était conforme au droit européen. Vous voyez que l'État n'hésite pas à écrire n'importe quoi, et surtout à dévoyer l'application d'un texte légal, ce qui est absolument inadmissible. Et cet argument-là, procéduralement, je vous passerai le détail, n'était pas recevable devant le Conseil d'État, puisque lorsqu'on mène un contentieux, on ne peut défendre devant le Conseil d'État, donc la dernière juridiction saisie, que des arguments qui ont déjà été développés avant, devant les premiers juges. Cet argument était irrecevable. Et le Conseil d'État lui-même, parce qu'il voulait absolument se prononcer sur ce point-là, qu'il avait appelé dans ses précédentes affaires, a cassé l'arrêt qui avait été rendu par la Cour administrative d'appel, aurait dû renvoyer devant une Cour administrative d'appel pour juger au fond, pour qu'on débatte de cet argument. Or, le Conseil d'État a jugé lui-même, ce qui est extrêmement rare, et ce qui a permis d'éliminer tout débat sur la conformité du texte au droit communautaire. C'est ce qu'on appelle une violation du principe du contradictoire. On doit pouvoir discuter d'un thème devant une juridiction et ne pas être complètement blackboulé sur cette discussion. Cette décision, autant vous dire que je suis absolument furieux, et elle va faire l'objet d'une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation justement du principe du contradictoire. Donc, pour résumer sur le L214-18, tout ce qui a été jugé par le Conseil constitutionnel n'est pas perdu, puisque l'intérêt général de la petite hydro est reconnu, et ça le restera. Deuxièmement, ce texte va donner lieu à d'autres contentieux devant les juridictions administratives, parce que cette décision du Conseil d'État dont je vous parlais déjà est critiquable, et deuxièmement n'est applicable que dans le cas qui a été jugé. C'était un cours d'eau à anguilles, et si l'on prend des cours d'eau où il n'y a pas d'anguilles, par exemple, et il y en a plein, eh bien cette jurisprudence n'est pas transposable. Donc l'administration va écrire, bien sûr, en disant le Conseil d'État a jugé, le texte est invalide, etc., mais il n'est pas invalide dans tous les cas. Et deuxièmement, il y a quand même des arguments qui sont extrêmement sérieux, c'est que le Premier ministre a écrit le contraire. Et on a en France ce qu'on appelle un principe de sécurité juridique, c'est-à-dire que l'État ne peut pas écrire A, puis au blanc, et puis écrire noir par la suite. C'est pas possible. Et par ailleurs, c'est la parole ou l'écrit de la personne hiérarchiquement la plus élevée qui doit prévaloir. Autrement dit, ce dossier-là n'est pas refermé encore. Il y a encore des pages à écrire. La dernière chose dont je voulais parler avec vous, c'est un petit cadeau que l'on vient d'envoyer au ministère de la Transition écologique et solidaire et à la direction de l'eau et de la biodiversité. On réfléchit depuis un certain temps à ce sujet. Quand je dis on, c'est toutes les organisations qui travaillent dans le domaine des moulins, des retenues, du patrimoine hydraulique. Un moyen de faire sauter l'article R214-18. Vous avez bien compris qu'on est passé du L au R. Et le R214-18, c'est un dispositif que vous connaissez pour ceux qui ont remis en service un ouvrage, qui prévoit depuis 2014 que la remise en service, la remise en eau, le confortement d'un ouvrage fondé en titre ou d'un ouvrage autorisé avant 1919 est soumis à une déclaration auprès de l'administration. L'idée de ce texte, au départ, c'est de dire, bon, voilà, il y a des ouvrages très anciens que l'administration ne connaît pas. Lorsque vous allez le remettre en service ou le conforter, vous m'informez sur ce que vous allez faire. Au départ, le dispositif, on peut le comprendre. Mais en réalité, ce dispositif, il a été décliné par d'autres textes, un arrêté ministériel de septembre 2015, qui prévoit, en gros, un millefeuille administratif épouvantable, où, grosso modo, la remise en service d'un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 s'apparente quasiment à une demande d'autorisation nouvelle. Alors, vous avez une étude d'impact à faire, il faut justifier la continuité écologique, même si on n'est pas sur un cours d'eau classé en liste 2, c'est pas grave, et l'administration vous demande des compléments, et ça dure pendant 2 ans, et vous n'êtes même pas sûr d'être, à la fin, autorisé, entre guillemets, parce que c'est même pas une autorisation, à remettre en service. Alors, comme disait Clémenceau, la France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts. Alors là, il y pousse des millefeuilles en réalité, c'est-à-dire que véritablement, on passe notre temps au ministère à ajouter des textes, des feuilles pour faire des dossiers plus complets. On est très loin, pour faire encore une citation de ce que disait Pompidou en 1966 à Jacques Chirac, arrêtez d'emmerder les Français. Depuis 1966, le nombre de textes législatifs a doublé. C'est vous dire à quel point, franchement, on n'a pas décidé de cesser d'emmerder les Français. Mais ceci étant, à mesquinerie et demie,
Et donc, on vient d'envoyer vendredi, juste pour souhaiter un bon week-end à la direction de l'eau et de la biodiversité, une lettre au ministère qui demande l'abrogation du R214-18.1, mais aussi d'un autre dispositif, le R214-45. Alors, le R214-18.1, je vous l'ai dit, c'est la remise en service, confortement, etc. Et le R214-45, c'est un texte qui prévoit que lorsque un ouvrage est arrêté pendant 2 ans ou plus, le préfet peut abroger le droit d'eau qui est attaché à cet ouvrage. Alors ces textes posent des difficultés techniques, pratiques, sur lesquelles je suis revenu tout à l'heure, mais au-delà de ça, posent des questions véritablement légales et constitutionnelles. Et donc ces questions-là, on les a développées à l'occasion du recours de FNE contre le L214-18.1, développons-le pour le texte suivant. Ce texte pose un gros problème de constitutionnalité, parce que dans la Constitution, vous avez sans doute tous lu la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, les citoyens naissent libres et égaux en droit. Et ce principe-là, il est, je dirais, concrétisé par un principe juridique qu'on appelle le principe d'égalité. C'est-à-dire que toute personne, dans la même situation qu'une autre, doit être traitée de la même façon. Et de la même façon, tout ouvrage équivalent à un autre doit être traité de la même façon. Or là, vous voyez apparaître dans ce texte un problème d'égalité qui est que on soumet les ouvrages fondés en titre et les ouvrages autorisés en 1919 à une procédure de remise en service, mais un ouvrage qui aurait été autorisé après 1919, il y a encore des ouvrages autorisés pour 75 ans dans les années 50 ou équivalent, au terme d'une procédure d'autorisation qui faisait 4 feuilles, eh bien ces ouvrages-là, s'ils sont arrêtés et remis en service, il n'y a rien à demander. On peut le faire comme ça. Et ça, c'est une vraie atteinte au principe d'égalité. Le problème qu'on avait en la matière, c'est que l'administration risquait de nous dire « Oui, mais attention, vous avez des ouvrages fondés en titre qui sont concernés par ce dispositif qui n'ont jamais été autorisés. Ce sont des droits acquis. Et puis, vous avez des ouvrages qui ont été autorisés. Et donc, il y a eu une procédure d'autorisation, il y a eu une instruction qui a été faite. Alors, en 1919, oui, peut-être, mais après, c'est sûr, il y a eu une autorisation après la loi de 19 qui a été délivrée au titre de la police de l'énergie. Et donc l'administration pouvait dire que, de ce point de vue, la distinction qui était faite entre ces différents types d'ouvrages correspondait à des catégories d'ouvrages différents, et que par conséquent, ça pouvait le justifier. Donc, pour éviter cette difficulté, on a utilisé, dans le recours qui vient d'être envoyé, une petite technique annexe qui consiste à contourner le sujet et à ne pas présenter cette demande sous l'angle ouvrage utilisant l'énergie hydraulique, mais sous l'angle plan d'eau. Pourquoi ? Parce que les plans d'eau n'ont été soumis à autorisation qu'en 1992, pour la faire très courte. Et que les plans d'eau qui ont été créés entre 1789 et 1992 sont des ouvrages qui n'ont pas été autorisés, mais qui bénéficient quand même d'un droit acquis. Or, ces ouvrages, si vous regardez le R214-18.1, mais ils ne sont pas soumis à déclaration de remise en eau, confortement, etc., alors qu'ils n'ont jamais été autorisés. En revanche, les ouvrages fondés en titre, plans d'eau fondés en titre, eux n'ont pas non plus été autorisés, mais eux, ils sont soumis à procédure de remise en service, déclaration, etc. Et donc là, sans que rien ne l'explique, il y a une véritable rupture d'égalité entre ces différents types de plans d'eau. C'est la raison pour laquelle on a présenté le recours sous cet angle. Il y a un autre angle d'attaque qui est que le texte du Code de l'environnement prévoit que l'on peut modifier ou abroger, je vous l'avais dit dans la première affaire que j'ai évoquée, l'arrêt Bourton, un droit d'eau. Et le F214-18.1 dit on peut abroger non pas un droit d'eau, mais on peut abroger un droit fondé en titre, en cas d'abandon ou bien d'absence d'entretien manifeste. Or, je vous l'ai dit, dans ses conclusions sur l'affaire Bourton, le rapporteur public devant le Conseil d'État avait tendu une perche en disant mais en réalité, on ne peut pas abroger un droit d'usage, on ne peut abroger que l'autorisation de police. Et donc ce texte, qui abroge le droit d'usage sans qu'il y ait ruine, est lui-même contraire au principe du droit au respect de la propriété privée, qui est un principe constitutionnel également. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a aujourd'hui encore des discussions sur l'amendement Moulin, et puis il y a maintenant un contentieux que l'on engage, parce qu'il faut prendre l'initiative sur le sujet, pour détricoter le Code de l'environnement et faire sauter quelques couches du millefeuille. Je ne dis pas qu'on aura forcément gain de cause, mais je pense que nous avons vraiment de très très bonnes chances d'y arriver. La raison pour laquelle je vous parle de ça aussi, c'est que toutes ces actions, elles ne se font pas comme ça toutes seules. Et bien évidemment, il est important qu'il y ait l'adhésion de tous.
à ces processus qui sont véritablement dans un intérêt général des propriétaires d'ouvrages ou des exploitants d'ouvrages. Donc c'est important de bien soutenir les associations dont on fait partie. Pardon ? Et de la nation. Et de la nation également, tout à fait. Voilà, alors, c'est pas la seule action qui est engagée, hein. Il y a une action qui a été engagée par ailleurs, alors pas par moi cette fois, mais qui est au stade initial, qui demande au préfet d'appliquer la loi climat et résilience. Vous savez que c'est une grande réforme de l'année dernière, où le législateur a voté l'interdiction de démolition des ouvrages qui sont situés sur des cours d'eau classés en liste 2, lorsque cette démolition est faite pour des motifs de rétablissement de la continuité. C'est un texte qui est foulé aux pieds par l'administration. Véritablement, il ne l'applique pas. Je disais tout à l'heure à table que j'étais la semaine dernière en réunion dans le Cher, parce que l'administration a décidé de raser un barrage et une centrale à côté qui font 1 MW de puissance installée. Ils vont dépenser 400 000 € pour raser ça au moment où on va manquer d'énergie. Mais bon, tout va bien, les petits poissons vont circuler pendant que les gens n'auront pas de lumière chez eux. C'est tout à fait logique. C'est absolument inadmissible, et lorsque l'État a exposé ses motifs pour dire pourquoi ils allaient raser les ouvrages, alors tout y est passé, hein, l'ouvrage n'est pas entretenu, les poissons doivent circuler, vous vous rendez pas compte, cet ouvrage qui existe depuis 600 ans, il bloque tous les sédiments, sans se dire qu'au bout de 600 ans, le barrage est peut-être plein. Bon, enfin, bref, c'est absolument n'importe quoi. Mais surtout, il y a un argument qui n'a jamais été évoqué, c'est que cette démolition de l'ouvrage, qui vient d'être autorisée, elle est interdite par la loi. Mais ça n'a pas l'air de frapper l'administration, qui pourtant est en charge de l'exécution de la loi. C'est pas admissible. Et donc l'initiative qui a été lancée sur le sujet, c'est de demander au ministère de prendre une circulaire. Ils savent en faire pour faire plein de choses contre les moulins, on pourrait faire ça aussi, cette fois-ci dans le sens inverse, pour dire à leur service que la loi existe et que la loi elle s'applique. Et qu'une interdiction légale de démolition des ouvrages, c'est une interdiction légale de démolition des ouvrages. Et que même s'il y a plein de principes de continuité, etc., on doit respecter la loi. C'est une initiative qui, si elle n'est pas suivie d'une circulaire, effectivement, pourra, là encore, faire l'objet d'un recours pour forcer le ministère à respecter la loi et à respecter l'état de droit. Pour dire tout ça, pour conclure tout ça, je voudrais dire quelques mots, c'est que il ne faut pas craindre de faire des contentieux. On a parfois cette appréhension de se dire, mais si on va à l'encontre de l'administration, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, bien sûr, c'est légitime et c'est logique. Braquer l'administration, c'est pas toujours évident, c'est un engagement de longue haleine, et je vous parlais du cas du Moulin Bouqueton tout à l'heure, ça a duré 7 ans. Ça aurait pu durer encore plus. Bon, l'administration s'est couchée, et ça a été gagné. Mais l'expression n'est pas de moi, il ne faut pas craindre de se faire des ennemis, parce que si on ne se fait pas d'ennemis, c'est qu'on ne fait rien en réalité. Et donc, il faut ne pas hésiter à y aller. Puis enfin, dernière petite citation, je ne résiste pas au plaisir de la faire, c'est que vous savez que Clémenceau disait que la guerre est une chose bien trop grave pour être confiée à des militaires. Je l'adapterai à ma sauce en disant que l'écologie est une chose bien trop importante pour être confiée à des écologistes. Ou alors...